Du coup, merci d'être venu. Donc, je me présente, je suis Jérémy Nestel, donc j'apparais avec l'entreprise dans laquelle je travaille, qui est une agglomération qui se trouve en banlieue, qui est à Argenteuil, qui travaille simplement à essayer d'être entre l'éducation populaire et le développement économique sur une ville où on essaye de réfléchir aux nouvelles technologies, mais je ne suis pas là à ce titre-là. Je suis là parce que Benjamin Jean, qui sont plusieurs organisateurs dans ce salon, tenait à ce qu'il y ait cette conférence. Je vais donc du coup vous introduire en même temps, ça permettra à tout à chacun de comprendre. Il y a quelques années, après la bataille à Dopi, il y a eu une volonté de réfléchir à comment justement on pouvait inventer des contre-modèles de financement. À cette époque-là, il n'y avait pas encore tous les financements pas participatifs qui existent. Et il y avait un monsieur qui est mort et auquel je tiens à rendre hommage aujourd'hui, qui est Francis Muguet, qui avait développé avec Richard Stallman une proposition qui était le mécénat global. Autour de cette proposition, s'était créé un mouvement où avait été fondée une association qui s'appelle la Société d'acceptation de répartition des dons, auquel j'ai modestement participé. Et on espérait à l'époque inventer de nouveaux modèles autour du logiciel libre, autour du partage de la connaissance et de la culture, pour finalement inventer quelque chose d'autre qui était forcément sur un rapport de marchandisation au savoir, à la connaissance ou au logiciel. Cette table ronde, il y a une première table ronde qui avait eu lieu à l'époque, avec notamment Peterson II qui avait inventé les flatteurs et les personnes qui commençaient l'aventure du financement participatif. Entre-temps, les choses ont bien changé. Et Benjamin Jean voulait absolument qu'on maintienne une conférence de prospective, de réflexion, de là où on en est, et qu'on réfléchisse un peu si on pouvait encore innover, s'il y avait des passerelles qui pouvaient naître entre finalement des fortes communautés du logiciel libre sur du développement, des personnes qui travaillent dans le financement participatif avec une forte volonté éthique, ou des personnes qui font perdurer des projets grâce au financement participatif. Alors, on a une table ronde où je remercie Léa Thomasin, qui est directrice d'Eloasso, qui nous en dira deux mots, et qui a fondé le projet Eloasso, et qui a un modèle un peu particulier, c'est qu'elle soutient particulièrement des associations sur un modèle que nous, on trouve éthique, parce qu'il n'y a pas d'aspiration des personnes qui donnent et de récupération des fichiers des associations, et que les associations qui font leur campagne de dons sur Eloasso ne sont pas forcément obligées de donner de l'argent. Ils font un don à Eloasso. Donc on est sur un mouvement qui est proche à l'époque de ce qu'on pensait sur le mécénat global. Il y a Jean-Baptiste Kampf qui a fondé VLC et qui n'a pas fondé, qui a participé au projet de VLC, pardonnez-moi, et qui anime en tout cas qui participe à un projet qui est connu mondialement, ou dans lequel il y a une grosse communauté. Et le point de vue qu'on attend, du coup, je peux me bientôt le dire, c'est justement une interaction sur qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui encore, s'il y a des choses que tu vois possibles, sur innover en termes de développement. Alors, on est venu avec des questions avec Benjamin, on n'est pas forcément venu avec des réponses. Et ensuite, Cyril Bertin, qui travaille justement sur, notamment, pas que, sur les campagnes de dons et les financements pour Wikipédia et Wikimedia, et qui travaille chez Wikimedia. Donc du coup, on a un peu tous les aspects complémentaires, en tout cas qu'on voulait vous proposer avec Benjamin Jean, sur la réflexion sur comment, à l'heure d'aujourd'hui, on peut être porteur d'innovation et d'éthique, et finalement inventer une troisième voie où ceux qui ont envie de consacrer du temps pour partager de la connaissance, ou qui considèrent que leur temps pour inventer des nouveaux modèles. Donc ce que je propose, c'est que chacun d'entre vous un peu présente un peu d'où il vient, ce qu'il fait, et peut-être après de voir à un moment donné comment vous vous emparez de cette question, sachant qu'on est on est plus sur une réflexion collective, on n'est pas sur ou dans le sens où on n'a pas forcément les réponses à ce qu'on peut mieux faire. Donc du coup, vous pouvez interagir. C'est vrai qu'on n'a pas. Il y a un monsieur qui était venu avec l'aspect des bitcoins, en tout cas qu'on n'avait très honnêtement pas pensé avec Benjamin Jean. On était plutôt parti sur la licence réciprocité. Donc voilà, où on devait avoir Lurel Morel qui devait être présent mais qui n'a pas pu venir, sur des nouvelles licences qui permettaient de garantir un cadre juridique sur les aspects de donation. Donc du coup, je ne sais pas qui veut prendre le micro. Et
si tu veux le saisir. Très bien, ça marche. Bonjour. Effectivement, nous, on a lancé l'OASO en 2010. Maintenant, c'est un projet qui a 5 ans et qui est une plateforme de financement participatif uniquement dédiée aux associations, donc comme son nom l'indique. Et comme le disait Jérémy, on a choisi aussi de mettre en place un modèle économique qui soit un petit peu différent, parce qu'on trouvait que de faire du financement participatif, de se dire qu'on allait un peu changer le mode d'accès au financement pour des porteurs de projets, ça n'avait pas beaucoup de sens de le faire avec un modèle de commissionnement à 8-10%, comme peuvent le faire des plateformes, je dirais, plus généralistes. Donc, étant donné la typologie de projet auquel on s'adresse, on a mis en place un modèle qui nous a été inspiré des États-Unis, donc un modèle qui est au pourboire. Donc, ce qui fait qu'au moment où des personnes vont soutenir un projet sur la plateforme Helloasso, on va leur proposer, si elles le souhaitent, de laisser un pourboire pour continuer les développements du site et pour maintenir le projet. C'est libre et optionnel, je dirais, donc c'est vraiment au choix des contributeurs. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on a 65% des contributeurs qui vont effectivement laisser un pourboire pour la plateforme, donc qui nous aident à maintenir le développement de nos activités. Donc nous, on est assez contents d'avoir pu montrer que ce modèle était possible, parce que c'est vrai, quand on parle de plateformes Internet, notamment plateformes qui font de l'intermédiation, il y a quand même pas mal de gens qui disent c'est forcément de la donnée, vendre de la donnée ou prendre des commissions, alors que nous aussi on s'engage, on ne touche pas à toute la donnée donc, des contributeurs, qui est la propriété des associations, et on ne prend pas de commission. Aujourd'hui, Helloasso, c'est un peu plus de 10 000 associations qui sont utilisatrices de nos services, et on va en fait, notre mission, c'est d'accompagner donc les associations dans cette mue numérique, et qu'elles puissent toutes en fait bénéficier des outils qu'offre Internet pour fédérer leur public. Donc on va leur permettre de faire des campagnes de financement participatif, mais aussi de pouvoir gérer les adhésions de leurs membres, quelques clics, de sortir des bulletins d'adhésion papier qui peuvent être un frein aussi parfois des contributeurs, d'organiser des billetteries en ligne, etc. À date, la plateforme a collecté à peu près 15 millions d'euros. Et je trouve qu'on a des associations qui développent des logiciels libres, qui utilisent Helloasso, mais pas que, loin de là. On a des associations qui sont vraiment dans tous les domaines d'activité. On ne souhaite pas restreindre forcément la plateforme à un type d'association en particulier. C'est plutôt une démarche d'ouverture. Et je trouve que c'est assez intéressant de faire la passerelle. C'est la première fois que j'interviens sur une conférence qui est comme ça en lien avec le logiciel libre. Et je pense qu'il y a effectivement des modes d'organisation, en tout cas, ou des modes de gouvernance qui sont très proches du monde associatif. Et sachant que le financement participatif vis-à-vis du monde associatif, c'est rien de nouveau. Toutes les associations ont en fait dans leur ADN le fait d'être financées participatif depuis des centaines d'années, donc on n'a rien inventé. Simplement, on essaie de le fluidifier et de faire en sorte que ce soit le plus simple et accessible possible aux assos. Voilà pour un petit panorama d'Helloasso. Je vais laisser mes collègues se présenter. Et juste une perspective, si tu veux bien, Léa, sur comment finalement tu entrevois les interactions possibles qu'il peut y avoir justement entre des communautés qui s'unissent pas forcément structurées pour développer des projets et finalement des fonds qui pourraient soutenir ces projets. Sachant que pour le logiciel libre, il y a plusieurs enjeux, notamment au niveau de la R&D. Juste une toute petite perspective en quelques phrases, et puis comme ça après, pour qu'on puisse un peu lancer un peu les réflexions diverses. Oui, je pense que les projets de logiciels libres sont tout à fait adaptés là aussi dans leur ADN à cette forme de financement participatif. Il y a d'ailleurs une plateforme qui est dédiée aux projets de logiciels libres qui s'appelle Open Funding, et qui permet du coup une rétribution des personnes qui participent au projet, ou que les personnes qui tirent un bénéfice du projet qui a été développé puissent rétribuer les personnes qui l'ont développé. Donc ça me paraît en fait des entités qui sont très similaires au final, même si elles ne sont pas du tout structurées de la même manière. Dès lors qu'on parle de communauté, c'est vrai que ça fait sens de parler de financement participatif dans la continuité. Une réaction ? Plusieurs. D'abord, donc je me présente, je m'appelle Jean-Baptiste Kemp, je suis le président de l'association Videolan. J'ai créé l'association Videolan, mais je suis un développeur de VLC depuis 2005. Avant, il n'y avait pas d'association, c'était un truc étudiant. C'est ce que j'aime bien dire, c'est le logiciel français le plus utilisé au monde, mais c'est aussi le logiciel français le moins rentable au monde, puisque nous, on gagne quasiment pas d'argent. Alors, quasiment, puisqu'on va parler de financement, c'est pas exact. Nous, on prend des dons sur le site web.
Il faut juste se rendre compte que nous, on est une association loi 1901, mais nos utilisateurs, ils sont pas du tout français. On fait rien en français, on développe pas en français. La plupart des gens, ils sont pas de France. Quand je dis la plupart, 97% des gens qui viennent sur notre site sont. On a essayé du financement participatif avec Kickstarter. On s'en est sorti limite, mais c'est une catastrophe. On a essayé du participatif non Kickstarter, ça a été aussi vraiment pourri. On utilise du Bitcoin, on a testé du Flutter, on a testé à peu près tout le genre de trucs. On a essayé d'intégrer un truc Flutter dans VLC pour qu'on puisse rétribuer. On avait discuté avec Peter et on a à peu près quand même d'après Médiamétrie, on est dans le top 30 des logiciels, des sites web français en trafic, donc c'est quand même énorme. Et pourtant, on a 3 dons par jour. Et le don par défaut, c'est 4 € et 5 $. On ne demande pas grand-chose. Voilà. Donc, moi, je vais peut-être être un peu le grognon de la soirée. Je suis désolé, il en faut. Mais voilà. Et puis, on s'était posé la question un petit peu de faire ce qu'on considère un peu comme la quête, ou un petit peu de dire d'aller sur la corde faible et un petit peu de pousser les gens, un peu comme vous faites Wikimedia, voire quasiment la culpabilité, si je peux me permettre. Et nous, on a décidé que ça valait pas le coup, qu'il y avait peut-être des causes plus intéressantes que VLC pour ça. Mais je dois avouer qu'on n'était pas, en tout cas en asso, on n'était pas grand fan. Ceci étant dit, on n'a pas beaucoup de besoins, puisqu'en fait, on est riche pour une asso et hyper pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, si on n'embauche personne, on a suffisamment d'argent avec les dons, ça nous permet de faire nos confs, d'aller envoyer les gens à... voilà, donc on a, pour être très honnête, entre à peu près 3 000 € de dons par mois. Voilà. Et ça nous permet d'organiser une grande conf en septembre qui nous coûte assez cher, où on fait venir des mecs de toute la communauté open source, hors VLC d'ailleurs, et même nos concurrents, qui on paye tout, et faire une grosse conférence. Mais d'un autre côté, 30 000 € c'est rien quand on voit combien ça coûte un développeur. Parce qu'un développeur en France de niveau correct, c'est-à-dire 30 ans, un petit peu d'expérience, ça coûte 8 000 € par mois en étant cool. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut 100 000 € par an et on est très loin. Et tout ce qui est financement participatif, c'est très bien pour des projets définis. Et dès qu'on est sur du soutenez-nous, c'est assez difficile. Voilà, je vais laisser Cyril se présenter. Bonjour, donc Cyril de Wikimedia France. Wikimedia France, pour faire court, c'est la structure support des projets type Wikipédia, mais il y en a une dizaine comme ça. Wikipédia, ça naît en 2001, on fête les 15 ans de Wikipédia l'année prochaine. Ça naît en 2001 sur des fonds propres d'un monsieur qui s'appelle Jimmy Wales, qui s'est enrichi sur des sites de mémoire, il me semble que c'est des sites de charme. Et qui décide de réinvestir cet argent dans quelque chose de plus utile à ses yeux. Suite à quoi, 2 ans plus tard, parce qu'il y a besoin d'une structure support, on crée Wikimedia. Donc Wikimedia, c'est une entité, une fondation aux États-Unis et des chapitres locaux, notamment un en France. Wikimedia est financé de 3 manières différentes. Une subvention demandée à la Wikimedia Foundation qui correspond à peu près à 50-60% de mon budget. La Wikimedia Foundation, elle prélève son argent partout dans le monde, et c'est notamment le bandeau que vous pouvez voir sur Wikipédia il y a encore une semaine, qui reste grosso modo 3 semaines sur site. Chapitre par chapitre, c'est à peu près le temps que dure une campagne, et puis de certains mails que tu peux trouver agressifs. Et on partageait plutôt ton avis là-dessus. C'est plutôt le bandeau en fait. Ah, alors nous c'était plutôt les mails. Le bandeau qui te fait vraiment... si tu donnes pas vraiment, tu devras avoir honte, quoi. Du coup ça marche. Les gens donnent et préfèrent ne pas avoir honte. Du coup, je vais être le bisounours de la soirée parce que moi, je suis heureux, on gagne de l'argent. Donc, à côté de ça, moi, je vais faire une propre levée de fonds avec un discours beaucoup moins dramatique, où on explique clairement comment on fonctionne et ce qu'on finance. Et ça, je la lance la semaine prochaine. Et c'est pareil, c'est un mail
puis une relance en décembre, terminé. C'est la levée de fonds pour Wikimedia France, c'est ça, c'est 1,2 million par an. Et puis donc ça, c'est à peu près 40% de mon budget. Puis il y a 10% qui vont me venir de partenaires divers sur des événements. On va organiser un gros hackathon. Alors Google va nous donner 10 000 €. Le monde du libre va participer aussi. Enfin voilà. Et ça, c'est à peu près 10% de mon budget. Voilà, en grosso modo. Qu'est-ce qu'on finance avec ça? On va financer des événements. Enfin, pas des événements, de la vie communautaire. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que Wikipédia, ça se nourrit très très bien de chez soi face à son PC tout seul. Mais très vite, les gens sont en manque de relations sociales, d'échanges. Enfin, ils ont très vite envie de rencontrer les autres contributeurs qui sont autour de chez eux. Donc on organise cette vie locale. Donc on a des groupes locaux comme ça un peu partout en France qui vont proposer de la formation ou de l'initiation à la contribution sur Wikipédia, qui vont aller dans les écoles, qui vont aller... Enfin, bon, voilà. On va financer des initiatives individuelles, c'est-à-dire des gens qui vont nous appeler en disant voilà, moi je ferais bien une contribution massive sur je sais pas quoi, le château de Versailles. Par contre, c'est une contribution en résidence, donc il va me falloir, je sais pas, 2 mois de loyer sur Versailles, l'allocation d'un drone pour faire des photos prises du ciel. On peut envisager tout et n'importe quoi. Le projet est soumis à la communauté valide, je paye, la communauté valide pas, je paye pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis on va financer des gros événements type des hackathons, des conventions, des choses comme ça. Le hackathon cette année, c'était 200 codeurs venus du monde entier, et c'était à peu près 120 000 € de budget, voilà, sur 3 ou 4 jours à peu près. Donc nous, on ne fonctionne que sur du financement participatif. Ça a pour nous deux grosses vertus. Un, c'est que tant qu'on est financé, la communauté valide le projet. Enfin, on le prend un peu comme ça. Hein. Si ça marche, c'est que les gens aiment. Je pense que si les gens aiment, ça marche pas forcément, mais si ça marche, c'est que les gens aiment. Et puis deuxième chose, c'est que beaucoup de nos donateurs nous appellent en nous disant bon, voilà, moi je vous donne parce que je consulte Wikipédia quotidiennement, mais je serais bien incapable de contribuer autrement que financièrement, c'est-à-dire intellectuellement ou techniquement. Donc, en fait, c'est un autre mode de contribution sur Wikipédia que de donner. Voilà, en gros, comment on fonctionne. Je sais pas si... Merci. Du coup, je vais rebondir sur Jean-Baptiste Kampf sur une question provoque, vu qu'il est grognon. Du coup, je vais y aller. Et en même temps, par rapport un peu à une... pas une perte de sens, mais moi aussi je peux être un peu provocateur, c'est-à-dire que moi ce qui m'intéressait, en tout cas dans mon engagement depuis 98, même si voilà, j'avais plus une adhésion philosophique que technique, c'était à la croyance de ce qu'avait créé Richard Stallman autour des logiciels libres et de sa licence qui faisait sens pour moi. Ce que j'entends par rapport aux deux façons que vous présentez, c'est comme si finalement ce qu'unissait à l'époque et qui était une évidence sur les premiers salons, il y avait une licence qui faisait sens. On était passé sur l'animation de communauté. Et par rapport à ce que tu dis, j'ai du mal à voir dans VLC par exemple, pourquoi ça ne serait pas un shareware et pourquoi ce n'est pas un logiciel libre. Et cette volonté justement philosophique de logiciel libre, où effectivement il y a des... il y a des grandes compétences, il y a tes compétences de développeur, et c'est grâce à toutes vos compétences que vous avez mutualisées et votre choix philosophique à un moment donné que vous avez fait. Enfin, j'imagine qu'il y avait un choix philosophique. Une bataille même contre l'école qui ne voulait pas. Que c'est né. Et à un moment donné, finalement, où effectivement, on voit mal pourquoi... Enfin, pour être un peu provo, dans le contexte voilà, sur Silicon, où j'ai mes jeunes... qui ne savent pas, vu que ça s'installe sur Windows, ça s'installe sur Mac, ils voient juste un truc pour lire des DivX. Donc du coup, c'est vrai qu'on peut imaginer que du coup l'enjeu n'est pas la donation, mais par contre dans la conférence, en tout cas c'est pour ça qu'on essaye de traiter, c'est en quoi finalement cette philosophie commune qui nous a réunis autour du logiciel libre, à travers ce que vous avez créé, qui est pour moi de l'exceptionnel et pour lequel j'ai beaucoup de respect, comment finalement ça peut recréer du lien. Et c'est-à-dire que pour moi, quand même par rapport au salon, on est dans l'open source, c'est comme si on avait une perte finalement de sens, y compris vis-à-vis du logiciel libre.
Alors, je suis pas toujours grognon, hein, attention. Tu poses plein de bonnes questions, mais malheureusement, les réponses vont pas être forcément super fun. Déjà, le premier problème, c'est que l'open source, le vrai, c'est plus sexy. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Et en fait, vous descendez, en fait, tout le monde fait de l'open source. Microsoft fait de l'open source. Google fait de l'open source. Android, c'est open source. En fait, moi, je fais pas la même chose que ces gens-là. Eux, ils arrivent, ils ont leur gestion de projet, leur machin, etc. Ils codent pendant 6 mois, ils dumpent le truc sur GitHub en disant c'est comme ça. Très bien, mais moi, je fais pas ça. Nous, on fait un vrai développement collaboratif avec des gens qui bossent parce qu'ils ont envie et parce que ça leur fait plaisir. Et sur ça, je rejoins très bien que, et c'est l'origine en fait de la licence de la GPL est un peu, nous on est très copyleft et on reste là-dessus. Mais malheureusement, quand je vais discuter avec des jeunes et que je fais des conférences maintenant, les gens ils s'en foutent quoi. Ouais, mais attends, mais moi je m'en fous de l'open source. Ou alors l'open source c'est le truc de vieux, de toute façon tout le monde en fait. Alors que moi quand j'étais à l'école, c'était les cadors qui faisaient de l'open source, qui faisaient du libre en fait. Et maintenant, non, moi j'ai plutôt envie de faire le prochain Flappy Bird pour gagner 50 000 $ par jour, ou de faire une nouvelle appli en Ruby ou en Python hébergée dans le cloud, parce que c'est une start-up. D'ailleurs, il n'y a que ça qui est valorisé. C'est vrai, les VC, la French Tech, etc. C'est dommage, j'aurais bien vu Madame Le Maire pour les troller un peu. Mais la French Tech, en fait, c'est pas de la French Tech, quoi. C'est de la French Startup. C'est con, mais VLC, c'est entre 150 millions et 300 millions d'utilisateurs du soft, plusieurs centaines de millions de plus qui utilisent la techno. C'est une techno française. Je pense plutôt qu'on rentre dans la French Tech. Et pourtant, quand nous on demande la moindre chose, mais genre rien, hein, on demande une salle pour faire une soirée, on se fait envoyer chier par les pouvoirs publics. Donc le truc derrière et qui est important, c'est que c'est un peu dommage, mais c'est plus qui est cool. Et donc c'est un peu un vrai problème, le problème du financement et le problème du shareware en fait. En fait, c'est gratifiant que les gens considèrent VLC comme finalement comme quasiment un shareware. Parce qu'en fait, ça veut dire que les gens, ils n'utilisent pas VLC parce que c'est libre, mais ils utilisent VLC parce que c'est bien. Et là, c'est ça qui est génial, c'est que c'est là où on a gagné. Et là, c'est pour ça que je respecte énormément ce que les gens font Wikipédia, c'est que Wikipédia, ils n'ont pas gagné parce que c'est libre. Ils ont gagné parce que c'est ce qu'il y a de mieux. Et le but, c'est de faire les trucs qui sont les mieux. Donc c'est vrai que de temps en temps, les gens, et d'ailleurs, quand nous on fait des sondages sur notre site, on a moins de 0,1 pour 1000, donc ça fait 0,01% des gens qui savent que VLC est open source. D'ailleurs, open source ou libre? C'est pas grave parce que nous, on pose la question en anglais. On essaye juste, dans la question, c'est free software, open source. Et en fait, la question ensuite, c'est qu'on se rend compte que 99% ne savent pas ce que ça veut dire le terme. Donc les autres, ils savent, mais ils ne savaient pas que VLC faisait partie de ça. Et en France, très régulièrement, on a des gens qui nous disent « Ah mais VLC, c'est français ?» Bah ouais. La réponse, elle est très simple, parce que c'est pas la philosophie. Non, mais pour deux choses, justement. Un, pour promouvoir le fait que c'est un logiciel libre, et justement le rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire dire il y a une communauté derrière, en fait. On existe, et du coup, la deuxième chose, n'hésitez pas à participer aussi, ne serait-ce que pour se faire connaître.
si tu le, enfin, si je peux tutoyer, si tu le veux bien. Après, il n'y a pas de sujet pour dépasser ça. Je pense qu'on passera une partie du temps sur ça. Je voudrais juste vous emmener et qu'on rebondisse sur peut-être un constat partagé qui est en train de se faire, mais en tout cas qui était pour moi important dans cette conférence. C'est finalement l'état un peu du mouvement du logiciel libre et de ce qu'on a besoin pour un peu se retrouver. Alors c'est vrai que Wikipédia, Wikimedia, il y a le choix des Creative Commons qui a été fait. Alors pour sans vouloir troller, moi j'étais un partisan de la licence art libre, qui est une licence française, mais qui était très clairement engagée dans le copyleft. Et à une époque, moi j'avais combattu pas combattu, j'avais mis des réserves sur Creative Commons parce que justement elle mélangeait des formats non libres et je trouvais que ça apportait une confusion sur le public. Pour ceux qui connaissent les Creative Commons, c'est ce qui permet justement sur Wikimedia et Wikipédia que vous ayez le droit de copier ou d'avoir des droits d'usage sur un certain nombre de documents qui sont mis sur la plateforme. Moi, il se trouve que j'appartiens à un mouvement qui s'est un peu étiolé, qui était la musique libre, la culture libre, et je pense, et les gens qui essayaient de faire des films libres. Et donc du coup, ça m'ennuie un peu ta remarque sur c'est bien on est utilisé parce qu'il y a une qualité, finalement c'est parce qu'on a une qualité qu'on est utilisé, pour moi, à une époque, mais j'ai arrêté, je passais vraiment du temps à utiliser des logiciels libres qui n'étaient pas adaptés comme Ardour pour faire du montage son ou comme Cinerella pour faire du montage vidéo pour un choix philosophique. C'est pas ce que j'ai dit, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. Je disais que ce qui était bien, c'était que les gens avaient choisi pour. C'est pas la même chose que toi, tu as une démarche. C'est bien, mais VLC est connu parce que ça marche et pas parce que c'est libre. Tu vois, il y a les deux implications différentes. J'entends bien, mais du coup, j'entends bien. Donc du coup, je voulais bien souligner ça, mais du coup. C'est ce que moi je vois mal et donc du coup je voulais voir un peu rebondir un peu sur ce que tu en penses, Cyril. C'est finalement cette liaison. Parce que vous avez une communauté qui fonctionne bien, mais est-ce que vous avez une vision entre guillemets d'un leadership qui va au-delà de votre communauté? Voilà, c'est ça un peu la réflexion. Ça veut dire comment vous êtes en capacité finalement à travers de pas être dans excusez-moi, peut-être pas provocateur, mais pas être dans la promotion communautaire, mais dans la promotion du projet global qui nous anime pour faire boule de neige sur tous les projets. Donc si je reformule, en quoi Wikipédia peut être un fer de lance du monde du libre ou quelque chose comme ça? Oui, complémentaire. C'est qu'on retrouve est-ce que c'est possible de retrouver des bases communes sur toutes les success stories qu'on porte? J'ai pas le recul suffisant pour. Je sais que nous, notre communauté est amoureuse du monde du libre, que c'est quelque chose qui les porte. On va les retrouver dans les Ubuntu Party, on va les retrouver dans les militants chez à la Quadrature ou des choses comme ça. Enfin, ça c'est pour le noyau dur. Donc il y a des synergies entre des acteurs du monde du libre. Je pense que Wikipédia et Wikimedia pourraient servir à ouvrir des portes. En ce moment, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec Madame le maire. C'est pas simple. Mais je manque personnellement de recul sur la question. Je sais pas si Benjamin. C'est pas forcément une réponse à la question, mais je pense qu'il y a un enjeu de reconnaissance qui est valable à mon avis pour tous ces projets-là. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure avec la reconnaissance des pouvoirs publics et de se dire, et c'est vrai que c'est assez hallucinant qu'un service
comme VLC, qui a autant de millions d'utilisateurs, soit complètement inconnu dans la French Tech, qui ne soit pas représenté. Idem, je pense que ça peut s'appliquer à toutes les structures associatives, toutes les associations qui peuvent innover, qui peuvent inventer des nouveaux services, sont exclues de tous les dispositifs French Tech, les appuis que peut apporter la BPI, etc. Et idem, je pense que aussi, ça mériterait qu'on revoie un petit peu l'estime. C'est vraiment une question de valorisation de ces initiatives-là, qui aujourd'hui n'est pas du tout pris en compte en fait dans la culture mainstream de développement et d'innovation. Donc là-dessus, à mon avis, ça rejoint, et nous on le voit très clairement sur pas mal de projets associatifs qui sont financés sur la plateforme, qui par rapport à des équivalents start-upers, bénéficient pas du tout de la même mise en avant, du même appui, des mêmes écosystèmes d'accompagnement, etc. C'est génial ce que tu viens de dire, parce que nous on a été donc exactement dans le même problème. C'est qu'en fait, comme la plupart des logiciels open source B2C, c'est-à-dire KDE, GNOME, etc., enfin les logiciels du bureau, on s'est retrouvé dans le même problème, c'est-à-dire qu'on a eu le pic de tout le monde a eu entre 2009, 2010, 2011. Puis à partir de 2011, ça a été quand même facile de faire plein d'applis, et comme tout le monde, si on regarde les graphes sur Holo, en fait, on voit que tout le monde descend. Donc on s'est posé la même question, et on s'est dit, on va essayer d'employer des gens avec l'asso, etc. Et on s'est rendu compte que ça voulait dire que, ouais, mais t'aurais pas eu de GUI, t'as pas de CIR, t'as pas de CI, t'as aucune, etc. Donc en fait, j'ai monté il y a 3 ans, une structure justement pour aider au développement de VLC. Le but originel en fait c'était que ce soit une filiale à 100% de l'association, et c'était exactement pour ça, parce que sinon t'es exclu du financement je vais dire plus classique. Et donc on a essayé notamment de récupérer de l'argent avec un Kickstarter, et ça a été très difficile. Et donc c'est vrai qu'en tant qu'asso, on n'a pas les mêmes droits que les entreprises, et puis on n'a pas le droit de s'appeler start-up, quoi. Donc Video Labs, pas très original avec SAS. Ah, pour le coup, oui, mais c'est dommage, quoi. Enfin, il n'y a pas longtemps, on organise un événement chaque année qui s'appelle la Social Good Week, et qui vise à réunir pas mal d'initiatives qui utilisent le web au service de la résolution de problèmes sociaux et environnementaux. Donc il y a beaucoup d'associations forcément qui portent des projets numériques au sein de ça. Et il y a eu Axel Lemaire qui est venu à la clôture de l'événement, et une de nos revendications, c'était de pouvoir créer... Donc adapter le statut JEI, dont bénéficient les startups, c'est pas possible parce que c'est un statut européen. Mais par contre, on pourrait créer un statut jeune association innovante, qui pourrait bénéficier aussi, si l'association est fiscalisée, des crédits impôt recherche, ou sinon, en tous les cas, de pouvoir être appuyé par la BPI, par la subvention, etc., comme le sont les startups. Parce que sinon, on risque aussi, et c'est dommage parce qu'il y a plein de projets d'innovation numérique portés par des associations. Notamment, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a lancé l'association Singa, qui est une plateforme, c'est un peu le Airbnb des réfugiés, donc une plateforme qui vise à ce que chaque citoyen puisse accueillir chez lui des personnes réfugiées, etc. C'est des super projets. Aujourd'hui, ça fonctionne avec un Google Form. Ils ont un tableau Excel derrière à 20 000 lignes, où ils ont 15 bénévoles qui trient le truc. Donc niveau techno, c'est juste niveau 0. Mais parce qu'ils n'ont aucun appui pour le développer, ils sont une structure associative, etc. Donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ouvre pas à ces associations qui portent des projets d'innovation d'intérêt général l'écosystème qu'on a en France qui permet d'appuyer les startups. Parce que le GUI, c'est quand même... c'est-à-dire qu'un développeur, prenons au hasard, qui te coûte 5 000 € coût total employeur, s'il n'est pas GUI, il est à 7 000. Donc on parle de... GUI, c'est énorme à la fin du mois. Tout le monde comprend, GUI? C'est un statut que peuvent prendre des entreprises petites et innovantes pendant les 7 premières années, qui font que grosso modo la plupart des charges patronales ne sont pas payées et ne sont pas à payer. Donc ça veut dire que finalement le brut et le net pour l'employé ne changent quasiment rien, mais le coût total employeur, qui est en fait ce qu'on appelle parfois le super brut, qui est finalement la seule chose dont les gens qui créent la boîte sont intéressés, est énormément réduit. Et là, du coup, il y a une discussion avec les pouvoirs publics pour ce statut, pour le... Enfin, je veux dire, c'en est où? Là, on parlait de création d'un statut... Pour l'instant, c'est un appel qui a été lancé, quoi. Donc, ils regardent, ils analysent, ils en parlent. Il n'y a rien de fait. Enfin, en tout cas, ils ont quand même ouvert... Il y a certains dispositifs
notamment PAI. Donc il y a des dispositifs d'appui à l'innovation qui sont maintenant ouverts aux structures associatives, mais ça reste limité. Et c'est vrai que la plus grande aide serait les aides comme JEI pour l'embauche de développeurs ou de personnes qui vont faire de la R&D. Il y a des gens qui font des COP en fait, qui sont des coopératives, qui utilisent, qui sont une association, qui sentent le truc et qui trichent en passant en mode coopératif, donc qui ont aussi un statut légal d'entreprise qui permet de récupérer. Mais enfin, ou la SCIC, ouais. La SCOP, ouais. C'est de la bricole. C'est ça. Voilà. Et il y a de plus en plus de porteurs de projets qui se retrouvent à devoir créer les deux statuts, comme ce que tu décrivais. Et il y a un autre problème aussi qui est le statut du don. Par exemple, nous on a eu le problème avec le Kickstarter. Comment on récupère de l'argent? Il y a beaucoup de plateformes collaboratives. Quand tu es une association, c'est compliqué. Il y a des pays qui ne t'autorisent pas de faire des dons à des associations sans qu'elles soient déclarées d'utilité publique dans le pays. Et à l'inverse, quand on a demandé à Madame le maire, a été demandé que les SAS puissent recevoir des dons par des trucs de Kickstarter, on leur a quasiment autorisé. Par contre, de côté associatif, il y a quand même des blocages. Donc c'est un peu. Et il y a un lobby du libre qui se met en place pour monter. Je suis pas sûr que ce soit un problème de libre, c'est un problème d'associatif en fait. L'associatif en général, mais en tout cas, il faut il y a quelque chose. Ma question, c'est est-ce qu'il y a une structure de lobbyisme qui existe en France pour agréger justement toutes ces associations? Pas à ma connaissance. Nous, c'est vrai qu'avec le mouvement Social Good Week, on fédère déjà à peu près 80 structures, je dirais, qui innovent au service de l'intérêt général, pas forcément sous forme associative, mais dans la plupart des cas, elles le sont. Après, pas toutes, quoi, c'est pas imposé. Donc on essaye de créer cette discussion-là. Après, je dirais, c'est une démarche qui est relativement récente, quoi. Ça vient de se terminer. Là, c'était la première semaine de novembre. On a lancé des perches à Axel Lemaire à ce moment-là aussi. Donc j'espère qu'il va y avoir des suites. Mais bon, après ça risque de prendre un petit peu de temps. Voilà. Ouais. Pour l'instant, c'est un collectif un peu protéiforme qui n'a pas de structure juridique, mais effectivement, il y aura une asso à créer. Et d'ailleurs, s'il y a des volontaires pour prendre le sujet en main et l'asso... Soyons très clairs, VLC, on va bien. On n'a pas d'argent, mais c'est pas grave. Je veux dire, on parle de financement, c'est pas très grave. C'est comme ça. Moi, ça me dérange pas qu'on n'ait pas d'aide, en sens pas de JEI, pas de choses comme ça sur Videolan en tant qu'asso. Ça me dérange pas. Moi, par contre, le fait qu'on soit jamais mis en avant au niveau technologique m'emmerde gravement et je trouve, je le dis clairement, quoi. Mais c'est peut-être fortement lié au fait que c'est pas connu comme étant une technologie française. Ouais, mais soyons très clairs. Enfin, si c'est connu, il n'y a pas de pour recentrer, il n'y a pas de. La ministre, elle ne sait pas que VLC c'est français. Enfin après c'est qu'elle a séquencié la problématique, elle n'est pas là, mais nous, du coup on ripe de débat. C'est plutôt qu'on est centré sur une ministre, voilà ce qu'il disait, qui a une vision des nouvelles techno en mode start-up et créateur d'emploi et d'innovation, et que on a les startups qui se revendent. Et avec voilà avec une une idéologie qui se met dedans, que la mouvance du libre elle a perdu du poids parce que justement elle était, mon point de vue, dans des stratégies de lobby, et qu'on se retrouve à Microsoft qui est toujours reçu comme un chef d'État, ce qui veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui on n'a toujours pas repris le rapport de force. Et en même temps, pour donner un contrepoint et recentrer la chose, c'est ce qu'on voit bien, c'est que sur Wikimedia, ils n'ont pas un problème de structure vu que tout va bien sur leur modèle. Simplement, ils ne sont pas du tout sur la même question. Ils ne sont pas sur un enjeu de développer une techno. Ils sont sur un enjeu de maintenir une communauté qui développe du contenu. Mais soyons très clairs, l'impact sociétal, et c'est pour ça, sur la partie société, l'impact sociétal de Wikipédia, ou même de plein de choses de la Social Week, n'a rien à voir avec ce que fait VLC. VLC, t'as pas VLC, c'est pas très grave, quoi. On ferait autrement. Ne pas avoir une encyclopédie mondiale collaborative, on serait pris dans la mer.
même si on peut discuter des plans de stratégie de Wikipédia, mais si ça peut être... comme ça, quoi. Enfin, on parle pas du tout des mêmes choses. Je suis pas sûr que ça te rassurera, mais quand on va voir Axel Lemaire et qu'on lui demande une salle, il nous envoie chier aussi. Donc, voilà. Par contre, c'est vrai que sur la partie French Tech, parce que Wikipédia, quand ça, French Tech, ça pourrait pas, enfin, je vois pas l'intérêt, sans vouloir être désagréable, mais quand des startups ont un accès au CIS ou au truc de start-up à Berlin, le Web Summit ou à Le Web, et ils ont dans le truc de French Tech, ils montrent des technos, nous on pourrait montrer notre techno. Voilà. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête sur cette partie-là. Voilà. Et l'enjeu, il est quoi pour revenir, si c'est possible, du coup, mais c'est très bien, c'est comment finalement, moi ce que j'entends, c'est par rapport à... C'est qu'il est fondamental, en tout cas, qu'on puisse revenir à voir comment on peut être sur des stratégies de développement communautaire du logiciel libre, qui soient transverses et pas monoprojet, pour arriver à porter un projet de société. Vous prenez il y a 15 ans, quand Richard Stallman il est venu en France... première fois, je pense que c'était pas loin de Paris 8, mais peut-être une des deuxièmes fois où il est venu. Il n'y avait personne, il n'y avait pas une association, il n'y avait pas un développeur du logiciel libre qui avait une vision de l'État. Il y avait des gens qui grenouillaient en disant il y a un enjeu au niveau de l'État, mais voilà, hein, les GNU Linux se développaient très très bien. Il n'y avait pas encore KDE, on était sur Windows Maker pour ceux qui voulaient une interface graphique, pour ceux qui s'en souviennent. Mais aucun développeur ne se posait dans cette question-là pour 3 raisons. La première raison, c'est qu'à l'époque, les développeurs gagnaient très très bien leur vie. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas encore de chômage sur les développeurs. Et donc les gens étaient contents de consacrer du temps libre à ce qu'ils trouvaient intéressant comme projet de société. Et ensuite, il y a une deuxième phase qu'on est arrivé dans le mouvement du logiciel libre, c'est que le logiciel libre ne déléguait pas les questions sociétales à des experts des questions. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand vous preniez les campagnes qui étaient menées par April au début, les premières personnes qui s'en sont occupées comme interface avec le politique, c'était des informaticiens qui analysaient les lois une par une avec des algorithmes d'informaticiens sur des forums où on décortiquait toutes les lois. Est venue après l'idée de faire venir des experts pour être interfacés avec une perte de confiance de la communauté, entre guillemets, d'informaticiens. La question pour moi que j'ai posée, sur laquelle j'ai pas eu de réponse de Wikipédia, mais je suis têtu, je vais insister, au moins sur ça, c'est qu'on n'est pas dans, même avec vous, pour moi on n'est pas dans une sphère de réponse où on est sur du partage. C'est qu'est-ce qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du financement participatif qui est fort, vu qu'on arrive à financer tout et n'importe quoi. Comment on peut... bah oui, on a financé Grégoire. Donc comment on peut, à un moment donné, être en capacité voilà, de se refédérer pour retrouver une source et de redevenir indépendant voilà, d'une ministre. Parce que franchement, moi, ce gouvernement, moi j'aime bien ceux qui vont venir accélérer le maire, c'est important. Mais des gens qui n'ont pas compris que la plupart des jeunes y regardaient YouTube et qui se posent encore la question de taxer la TV pour financer des émissions qui servent à rien, qui font moins d'audience qu'un jeune de gamin de 14 ans, c'est qu'ils ont 20 ans de retard. Et pourtant, ils sont dans les ministères. Donc ils peuvent toujours appeler les startups. Moi, ça ne m'intéresse pas trop. C'est plutôt à se poser la question sur la richesse. Wikipédia, ça fait une richesse sociale. VLC, ça n'a pas du tout le même point de richesse. On prend des logiciels comme EPP qui est très propriétaire. Il y a de l'IBAR qui est libre, mais ils sont dans leur petit coin. C'est une association et pourtant, il y a énormément de PME qui pourraient utiliser cette richesse potentielle. Après, il y a des histoires on parlait tout à l'heure de réunions d'associations. Il y a plusieurs des associations qui font énormément de choses de bien, mais pas peu connues. Mais ils ont une richesse locale, ce qui fait qu'ils arrivent à être soutenus peut-être localement plus facilement que s'ils sont propulsés sur la tête du podium nationalement. J'en sais rien. C'est une question à se poser. J'ai trop honte, mais la richesse de VLC pour donner un contrepoint sur ce que tu dis, si tu vas aller énorme. Moi, j'ai honte parce que j'ai quitté un peu mon militantisme dans le logiciel libre. Donc, je suis passé même à des logiques propriétaires à des moments donnés, pour des raisons. Mais la richesse de VLC, c'est que tu peux lire de l'Ogvorbis et de l'OGG sans te poser la question si d'autres ordinateurs vont le faire. Et donc, ça veut dire, c'était à l'époque ce qui était important, mais ça n'est plus aujourd'hui pour des personnes pour qui c'était important que les formats libres et interopérables puissent exister et d'avoir finalement un logiciel simple sur lequel ça peut fonctionner.
c'est là où c'était riche. C'était pas pour que des gamins boutonneux où je travaille sur Argenteuil, ils connaissent VLC parce que ça leur permet de lire plus facilement les DivX Hyperacts sur Internet. À l'époque, pour nous qui étaient libristes et qui produisions, on se battait pour que toute la musique soit éditée en OGG. Donc du coup, on savait qu'en tant que musicien ou en tant que vidéaste, qu'on faisait du Vorbis, on perdait des gens. Mais à l'époque, c'était un choix de société. Moi, je peux vous raconter une petite anecdote. Donc, j'ai donné quelques sous à Wikipédia. Et enfin, ça m'a. Je n'aime pas du tout, comment dire, la notion de mendicité. Moi-même, dans mon travail, j'ai horreur de ça. J'ai l'impression, des fois, d'être un peu sacrifié pour. Voilà. Par contre, j'utilise beaucoup VLC. Je n'ai pas senti, cette demande. Et moi, je trouve que la notion de dire simplement, vous avez utilisé un produit et il en a besoin pour vivre, mais vous l'avez utilisé, vous l'aimez bien, vous pouvez donner quelque chose, mais en donnant quelque chose, vous ne faites pas le monde. Et puis vous pouvez ne pas la donner. Et ça, c'est un peu différent que de dire, voilà, donnez-nous de l'argent, sinon on disparaît. Pour moi, c'est différent. Oui, mais la raison, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la raison pour laquelle nous, on a décidé de ne pas faire de campagne de demande que je considérais relativement agressive, c'est que on ne considère pas que l'impact sociétal de VLC nécessite ça. Et le deuxième point, c'est qu'on s'en sort pas si mal. Oui, c'est sûr, on aurait eu de l'argent, on aurait fait beaucoup mieux, mais finalement, on s'en sort pas si mal. Je vais poser la question différemment. Jean-Baptiste, est-ce que tu crois que VLC pourrait mobiliser sa communauté ou ses personnes sur des projets dont le libre a besoin? Voilà. Et que pour l'instant... De quoi le libre a besoin? De quoi le libre a besoin? Bon, il y a des exemples qui sont très concrets. Par exemple, pour les enseignants qui travaillent actuellement dans l'éducation nationale, il y a encore besoin de... Là, tu parles choses. déjà de niche, quoi. Donc moi, je prends le multimédia au sens le plus large. De quoi le libre a besoin? Vas-y. La promotion du libre en tant que tel. Et tu l'as dit... Ouais, je comprends. C'est pas nous, quoi. Aujourd'hui, si tu as tous ces jeunes à qui tu fais des conférences et qui n'ont même pas de notion de savoir ni qu'est-ce que c'est, ni qu'est-ce qu'ils s'en foutent... C'est pas juste des jeunes. Je vais en école d'ingé, quoi. Ouais, je vais à la sortie de centrale de Supélec et les mecs, ils me regardent avec des gros yeux, mais pourquoi tu passes tes journées à ça? Avec ta connaissance, tu pourrais faire 8000 startups, etc. Justement, là, il y a une réflexion de promotion à faire. Mais nous, on n'est pas des promoteurs. Mais non, je comprends. Mais justement, c'est ça dont le libre a besoin, en général. Mais à la limite, on fait la promotion de VLC. Et so what? Là, je parle de tout le libre en général. Pas forcément de VLC, mais en effet Oui, la promotion, puis excuse-moi parce que du coup tu m'as déstabilisé, mais tout ce qui est en recherche et développement, il y a beaucoup de projets du libre qui ont besoin d'avoir un peu d'argent ou qui mériteraient d'être soutenus sur un fonds qui pourrait être participatif pour des gens qui pourraient dire on a tel projet. VLC, pas par Wikipédia, qui a des Mais par les deux. Moi, mon point de vue, c'est un point de vue global. Et en revanche, il y a peut-être quelque chose auquel on aurait tous fort à gagner, c'est d'afficher ouvertement le fait qu'on est dans le monde du libre. Enfin, moi, j'ai par exemple téléchargé VLC sur télécharger.net, ça marche très très bien. Je savais pas que c'était libre, je savais pas que c'était français, mais ça tourne, je vais pas dire tous les jours sur mon PC. Non, mais ne serait-ce afficher le fait, les valeurs qui sont portées par ce monde-là. T'es un tantinet négatif. Ouais, mais... En fait, moi, j'ai un problème. En fait, j'ai un problème qui est un peu différent de tout le monde. C'est qu'en fait, il n'existe pas aujourd'hui de business model B2C open source. Voilà. Donc, pour des gens qui sont, pour expliquer, et là on sort du logiciel, de la conférence, mais le débat économique, c'est celui-là. Il n'existe pas de business model B2C open source.
Les seuls qui ont réussi à faire ça, il y en a deux. Il y a Firefox, qui grosso modo a mis un énorme encart publicitaire pour Google, et ce qui est en train de les tuer parce que finalement ils ont complètement perdu leur âme et ils s'enfoncent à chaque modification pour les soirs de publicité. Ils perdent leur communauté. Qui ont quand même une présidente d'une fondation qui gagne plus d'1 million de dollars par an, rappelons-le, hein, quand même. Et les autres, c'est Wikipédia, qui n'est pas vraiment un logiciel B2C, mais on va dire que ça se rapproche le plus. Et sinon, c'est tout. Tous les autres, que ce soit des OpenCRM, des Dolibar, du PostgreSQL, ce sont des systèmes de licence open source sur du support en B2B. Je dis pas que c'est mal, je dis juste que nous, on est dans un point qui est hyper emmerdant, parce qu'en fait, il n'y a pas... On aurait pu... Comme on est du quasi-shareware, on aurait pu être des grosses salles et mettre des tomards, comme font à peu près tous les autres shareware. C'est ce que j'allais dire. Et Ouais, mais non, Sauf que le financement participatif, du coup, revient là. Et du coup, je reviens, permet justement d'être dans un modèle qui n'est pas sur de aucun l'économie. problème. Tu ne peux pas faire de levée de fonds de Kickstarter de façon importante. Je sais pas. Toi, Sur un projet existant. sur un projet existant ou sur un projet qui n'est pas un projet concret. Tu vois, par exemple, on a fait... Mais c'est normal, je comprends très bien. On a essayé de demander de l'argent pour porter VLC sur WinRT. Donc c'était un projet. Tu vois, nouvelle interface métro, etc. Aucun de nous voulait le faire parce que c'était vraiment des technos pourrables. Donc on s'est dit, on va demander de l'aide. Et pour arriver juste à notre limite, histoire de ne pas avoir les gros titres VLC pas capables de lever, etc., on a dû faire des concessions de malades sur la campagne pour finalement la boucler. Et ça a été, grosso modo, limite. Ouais, mais peut-être que des plateformes comme HelloAsso permettraient justement d'inventer d'autres modèles et peut-être qu'il y a d'autres choses à faire. Mais pour le Enfin, combien Dans le financement participatif, dans tous les cas, ce qui est écrit est avéré. C'est-à-dire que ça marche quand c'est un nouveau projet, ça va marcher à un instant T aussi, c'est qu'on va pouvoir se financer sur le démarrage, sur le lancement de nouvelles fonctionnalités. Après, les deux clés de réussite, c'est d'avoir une communauté qui est prête à le soutenir et c'est que le porteur de projet soit motivé pour faire appel au financement et de demander activement à sa communauté de le soutenir. Donc ça, je dirais que c'est les fondamentaux, ça ne marche pas pour tous les projets en plus. Et après, pour un service gratuit qui souhaite se financer tout au long de l'année par du don, il y a l'approche Wikipédia. Mais en fait, il n'y a pas tellement d'autres intermédiaires, à moins, nous, HelloAsso, ça fonctionne sur du don, mais parce que les gens font déjà du paiement en ligne. Donc du coup, c'est assez facile de leur dire, est-ce que vous souhaitez rajouter pour le site? Ils vont dans tous les cas faire un paiement par carte bleue, donc c'est pour ça qu'on a un taux de 65%. S'il n'y avait pas de paiement sur notre site internet et qu'on disait, on vit du don, soutenez-nous, à moins de faire des gros bandeaux sur notre site comme Wikipédia, et on n'a pas du tout la même audience que Wikipédia, et on ne pourrait pas se financer. Donc, Les coûts, faut pas oublier. Hein. Moi, sur un don de 3 $, j'en touche 2,50, hein, dans le meilleur des cas. Avec PayPal, avec des trucs comme ça. Donc, on a un vrai. Et je suis en Nouvelle-Zélande, je peux donner de l'argent à HelloAsso et ça me coûte rien. Très bien, hein, j'ai aucun problème. Hein. Mais le fait est que ça coûte quand même relativement. Ça te coûte quand même relativement cher, en tout cas en clic, enfin en biais cognitif. Les mecs, ils ont pas leur. On a essayé plein de trucs, hein, mais le seul truc qui a marché bien en clic, c'était PayPal, parce que beaucoup de gens avaient déjà un PayPal. C'était il y a quelques années, peut-être que c'est plus le cas, mais nous, on a en fait le problème du micro-paiement. En fait, si je demandais 1 centime à tous les mecs qui téléchargent VLC, mais fou, tout irait bien, quoi. Et on parle vraiment de 1 centime, hein, ou même 0,1 centime. Je pourrais faire plein de trucs. Le micro-paiement est très problématique. C'est pas encore actif, c'est sur Twitter. il y a eu des tentatives, mais ça n'a rien donné avec S-Money notamment. Ils avaient fait du micro-bon comme ça sur Twitter. Ils l'ont lancé de manière ponctuelle au profit d'une grosse assas. Mais ils ne l'ont pas maintenu. Et c'est vrai que le micro-don est très problématique dans le paiement en ligne parce que vu qu'il y a des coûts fixes par transaction, c'est tout de suite, sur un don de 1 euro, il va y avoir 10% de prix pour le trade. Donc ça entache directement. Ou alors, l'idée qu'avait Flatter. Mais Flatter, ils sont complètement plantés en prenant 10% à chaque don. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que en fait, le coût en fait, t'as dit, des coûts fixes en fait, pour chaque transaction financière. Ouais. Le coût pour les transactions financières, en fait, il y a des coûts fixes, mais c'est quand on travaille avec les banques. Mais donc, tant que l'argent reste dans le système, en fait, il n'y a pas de coût. Donc, on pourrait très bien avoir une sorte de
de boutons je vais appeler 1 centime pour l'idée, et dès que je suis sur un blog sympa ou sur un truc, je rajoute 1 cent. Et en fait, on s'en fout tant que j'arrive jusqu'à 10 euros, et puis à 10 euros, enfin, tu vois, je charge 10 euros et après je peux vider. Ça serait possible. Mais Flutter avait cette idée-là, sauf qu'en fait, à chaque fois que tu donnais de l'argent, pour faire fonctionner le système Flutter, il prenait 10%. Et donc en fait, tu détruis l'idée même qui était que les transferts internes n'ont pas de coût. Parce que c'est la seule façon de faire. Juste Cyril, si tu peux rebondir. Ça va être compliqué là de rebondir. Ouais, je sais bien, mais en même temps, sinon on partage pas ta pensée. Comme je te disais, on n'est pas dans une. Encore une fois, je suis très loin de cette problématique-là pour le coup, puisque nous, on fonctionne par PayPal, on a une interface de paiement par carte bleue, et le don moyen chez nous est plutôt près des 20 euros. Wikimedia Foundation a levé 70 millions d'euros l'année dernière. Donc on n'est pas sur ces problématiques-là. Enfin, on a une communauté et de contributeurs non négligeables et de personnes qui vont consulter Wikipédia qui est proprement colossale. C'est des gens qui reviennent sans arrêt. C'est pas on télécharge une fois Wikipédia puis c'est fini, on l'utilisera à vie. Non, à chaque fois on revient. Donc oui, on n'a pas ce problème-là. Bon après, on n'a pas non plus de problème éthique à mettre un bandeau pendant 3 semaines en disant donnez-nous de l'argent. Et en plus, 3 semaines de collecte, ça nous fait l'année de fonctionnement. Donc on est en modèle associatif, on a des salariés. Voilà, enfin, une dizaine. C'est ouais, ça marche. Les gens donnent parce qu'ils ont conscience que c'est quelque chose de collaboratif, là où pour VSC c'est absolument pas le cas. Mais c'était un peu ma réflexion tout à l'heure, c'est à partir du moment où on ne sait pas qu'il y a un besoin ou que ça s'inscrit dans un mouvement, du coup il n'y a pas le réflexe. Ouais, mais tu vois, par exemple, toi, tu as téléchargé par télécharger.fr, qui t'a rajouté plein de pubs et qui s'est fait plein d'argent sur ton téléchargement. Ouais. Et à aucun moment, c'était visible. C'est-à-dire qu'à aucun moment, quand tu as téléchargé VLC, tu as été passé sur notre site web où tu as pu voir notre logo, notre information, notre nom. Et c'est moi. Mais les gens, ils ne lisent pas. Mais c'est pas grave. En fait, on parle de... Là, pour le cas de VLC, mais c'est absolument pas le cas sans doute de tous les logiciels, mais libres. Tu as une population énorme, tu l'as dit toi-même, tu as 300 millions d'utilisateurs. C'est le principe des stats, hein, si tu as 0,1% des gens qui lisent ta pop-up, ça te fait déjà 3 millions, 300 millions. Beaucoup. Et puis, qui ont conscience de ça. Et je pense, juste on gagnerait effectivement à faire connaître ce type de success story pour montrer qu'il y a des alternatives en fait possibles à la start-up ultra capitalisée qui va aller se revendre où la valeur n'est pas du tout partagée en fait avec les utilisateurs. Donc c'est ça, en ne des faisant vertus pas en fait ça, finalement, ça tu peut crées inspirer aussi le d'autres. fait que c'est un logiciel et que c'est visible que sur ton site web ou qui n'est pas consulté parce que c'est sur télécharger.com. C'est toute la problématique et je pense qu'on a passé 1 heure ensemble et un mot qui est question. Vas-y. Elle s'adresse en fait à Jean-Baptiste, mais pas seulement. Je ne connais pas très bien en fait la communauté VLC, mais je me demande en fait, en vous entendant, est-ce que vous seriez partant pour vous associer par exemple par rapport à un projet d'une entreprise, un statut juridique à définir, qui serait probablement une scope, sur justement le fait d'avoir un modèle économique qui soit profitable. Je ne parle pas d'atteindre un seuil de rentabilité, hein, je parle de quelque chose de profitable, mais qui justement privilégierait, alors par exemple des softs comme Framasoft ou autres, justement, pour promouvoir le libre, avec justement un modèle économique qui lui serait justement
en adéquation par rapport à la propriété. On va dire qu'il serait même un peu en disruption par rapport à cela. Mais donc, associer, vous fédérer en fait autour d'un projet justement qui est un modèle économique profitable par rapport à une activité qui vous touche, je ne rentrerai pas dans les détails, mais justement qui peut effectivement avoir prendre en tout cas une proportion assez intéressante, notamment par rapport à du crowdfunding, qui peut être effectivement un déclencheur, mais aussi autour d'un montage financier justement qui sera à faire dans le temps, et qui permettrait, par rapport à cette activité économique, qui soit en fait en parallèle en fait, avec la communauté que vous représentez, qui permettent justement non seulement d'aller par rapport au projet lui-même, mais aussi de promouvoir en fait des logiciels libres, parce que tout serait fait en fait avec des logiciels libres, même si c'est nous, simplement pour finir, Jean-Baptiste, si vous permettez, pour ensuite aller au-delà. C'est-à-dire que ça, en fait, pour moi, c'est une première étape. La deuxième et la troisième étape, c'est justement pour aller vers ce que, par exemple, Jeremy Rifkin appelle les communaux collaboratifs. C'est-à-dire qu'en fait, la troisième révolution industrielle économique, elle a déjà commencé. Et c'est justement pour aller, en fait, promouvoir. Il ne faut pas attendre des pouvoirs publics. Je suis allé à une conférence récemment et j'ai vu aussi avec cette lumière. Il ne faut pas attendre, à mon avis, du public de ce point de vue-là. Mais en revanche, d'un point de vue privé, même si on peut aussi être collaboratif, il est tout à fait possible, justement, en étant avec une large communauté, pour aller alors, vers ce type de projet. on est complètement... On est complètement ouvert à toutes les propositions, mais finalement, à ce moment-là, on ne se retrouve plus dans la question qui était des financements alternatifs. C'est-à-dire que finalement, autour de VLC, là, j'ai monté une petite SAS, ça avance, c'est tout petit, mais finalement, on n'est pas du tout dans un truc alternatif. Nous, on est vraiment pas, enfin, on est vraiment ouvert d'esprit, donc il n'y a aucun problème. On est intéressé par toutes les idées. C'est juste qu'on a testé. À chaque fois, on a des gens qui viennent nous dire faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. On a testé quand même beaucoup de choses, et ben dans notre cas, c'est un peu compliqué. Voilà. Juste pour conclure, je vous pose une question. Je suis désolé, mais ça m'a un peu démoralisé très honnêtement cette conf, mais ça m'a démoralisé parce que dans l'idée alternative, dire de ne pas prendre l'idéologie start-up comme modèle de réflexion commune, mais pour réellement porter un contre-modèle social. C'est-à-dire que le modèle start-up dans une économie mortifère où la plupart des personnes ne trouvent pas de travail, j'y crois très moyen. L'économie start-up dans un truc où on est en train où les gens ne savent plus que les graines peuvent pousser sans entretien, j'y crois également moyen. Voilà, je pense que dans l'idéologie de l'enjeu, c'est qu'une grosse partie du logiciel libre, pendant des années, la question économique, elle était subsidiaire. On montrait que ça pouvait servir à quelque chose au début, mais ce n'était pas l'essentiel. L'idée, c'était le partage de la connaissance, le partage du code et la capacité de faire progresser l'informatique en termes de science. Voilà, à une époque, c'était ça. Là, maintenant, on est passé dans le modèle de l'open source. C'est un choix. Mais ma dernière question, en vous décentrant, et après, Elia, en termes de prospective, des différents espaces sur lesquels vous êtes, qui fonctionnent, mais qui finalement sont en train de mourir dans l'open source, et dans une idéologie où finalement, il n'y a plus de repères phénoménologiques sur ce qui est libre et propriétaire, qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement retrouver une effervescence où la dynamique mondiale qui était portée à l'époque par logiciel libre, dans un modèle cathédrale et le bazar, on retrouve de l'innovation sur du financement, pas forcément participatif, mais du financement d'intérêt vital pour nous, pour retrouver la liberté. Voilà, donc je suis le conférencier, je pose des questions que je veux. Je vais être hyper trash une fois de plus. Il faut arrêter d'avoir comme modèle des espèces d'énergumènes, et je suis poli, comme Richard Stallman, Éric Raymond, qui sont des espèces de mecs qui sont hyper dangereux et nocifs. Voire misogynes, sexistes et racistes. Et voilà, donc ça c'est fait. Il faudrait aussi arrêter d'avoir
En France, l'April, l'AFUL, l'Adulact, la FSF, la FSFE, je ne sais pas quoi, le CNLL, le SSLL, le Syntec numérique logiciel libre, le systématique GTLL et la même chose chez Cap Digital. Et il faudrait avoir des vrais leaders et plus de l'open source ou du libre, mais de l'open culture. Et c'est là que des gens comme Wikipédia pourraient tirer. Je vais reposer la même question que toi tout à l'heure. Je ne sais pas si Wikimedia pourrait le faire, mais il faudrait déjà savoir ce dont le libre, ce pourquoi le libre est demandeur, quoi. Enfin, moi, je pense que la question, c'est plus libre, c'est beaucoup plus large. C'est le mode open culture, open social, quoi. C'est vraiment. Dans ce cas-là, la rétribution dont on est en train de discuter, pas la tant que pécuniaire. Et je pense que même un tweet ou un retweet d'un type lambda qui parle du logiciel et qui le promeut, quel qu'il soit, ça participe à cet effort-là en tout cas. Et que si tous les logiciels demandent aussi ou bien vous participez, ou bien vous en parlez autour de vous, ou bien allez lire, au moins allez lire la page Wikipédia sur le logiciel libre et informez-vous. C'est juste de l'information de masse à amener à tout le monde, quoi. C'est sûr. C'est encore pas vraiment connu, hein, le logiciel libre. Partout autour de moi, hors informatique, il n'y a pas de notion associée dessus. On connaît Google et Twitter, mais personne ne connaît. Bah, tout le monde connaît Firefox, mais le logiciel libre, ça n'a pas de sens, quoi. Tout le monde connaît ce que c'est une entreprise qui doit faire du chiffre d'affaires, une association, c'est au but de ne pas gagner de l'argent. Et l'État, les richesses, c'est la même chose. L'État ne va pas financer une association parce qu'il n'y a pas d'intérêt derrière. Il ne trouve pas l'intérêt économique. Il en finance beaucoup. Peut-être. Du coup, Monseigneur, tu as trollé ma question. C'est pas grave. J'y tiens quand même si on peut essayer d'y répondre. C'est pas la personnalité de Richard Stallman qu'on aime pour avoir vécu une semaine avec lui. Voilà, c'est compliqué. Il faut des leaders, je suis désolé, il faut des leaders et des objectifs clairs. Et c'est la même question, c'est de quoi a besoin le libre, c'est quoi les objectifs qu'on a. Et nos objectifs, ils sont pas clairs. Je transformerai la question. Pour moi, le logiciel libre a besoin de rien, l'humanité a besoin du logiciel libre. Et c'est complètement différent. Ça veut dire que si on est dans les logiques de Claude, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait plus ce que sont nos données, si on est dans des logiques, on ne voit plus la virtualisation des logiques propriétaires, c'est l'humanité qui a besoin du logiciel libre. L'humanité peut très bien dire, on s'en fout pour faire une analogie, si on mange du Monsanto, si on mange, ou si on est en capacité de garder une agriculture. C'est l'humanité qui a besoin de garder une agriculture saine pour elle-même. Personnellement, parce qu'elle en ait conscience. Mais c'est pas grave. Des fois, la question c'est pas qu'elle en ait conscience, parce qu'on est rentré dans le degré de la complexité. Et tu l'as montré. Bon, après, moi, je connais une partie de l'histoire de pourquoi on en est arrivé là. Ce qui est important dans les projets que vous portez en termes d'once d'humanité, c'est comment, du coup, on arrive à dégager de la prospective. Parce que si réellement on a plus de vision, et pour moi, le libre est mort, de mon point de vue, parce qu'à partir du moment donné, on parle dans Claude, si Framasoft me donne des alternatives à Google, c'est juste plus sympa que ce soit Framasoft, mais toujours pas accès au code source. Donc à ce moment-là, si réellement on passe sur une informatique dans les nuages et qu'on n'est plus sur une informatique concrète, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de libre et que le projet est caduque. Pourtant, on a besoin, et c'est fondamental pour nous, de garder une connaissance ouverte et encore d'avoir la possibilité d'apprendre par le code. Voilà. C'est là-dessus où il faut que vos mouvements, à mon avis, en tout cas du moins j'aimerais, réfléchissent et qu'on se refédère. Peut-être pas, moi je n'aurais aucune prétention à prendre le leadership, mais les leaders c'est vous. Indirectement. Je suis tout à fait d'accord avec Jérémy, et puis d'autant plus qu'il y a beaucoup de penseurs et aussi d'économistes justement pour retourner leur veste par rapport au modèle économique actuel, hein, c'est-à-dire l'économie de marché, et qui fait que justement, si j'évoquais Jeremy Rifkin, c'est la nouvelle société du coût marginal zéro, et c'est justement vers ça qu'on tend. C'est-à-dire que voilà, on va dire les sociétés actuelles par rapport, on va dire, à la profitabilité due justement aux efforts en fait, de productivité qu'elles font, on va arriver à un moment donné où le développeur va coûter de moins en moins cher. Et c'est clair que justement, peut-être, moi c'est une idée que j'ai, et avec aussi d'autres,
de se dire, voilà, peut-être qu'il est possible avec le modèle économique actuel, pourtant, qui peut être profitable, justement, en l'utilisant et progressivement en faisant en sorte, justement, que le logiciel libre soit promu et de plus en plus, mais avec voilà, des choses intelligentes, avec des acteurs qui comptent, et aussi avec une communauté qui permet justement d'aller dans ce sens-là, pour éviter justement la googlisation et autres, les GAFA, etc. C'est une idée. Après, on en discutera peut-être en privé. Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression que le mouvement associatif en général est en récession ou en explosion? Bah, dans les chiffres, en explosion. Il n'y a jamais eu plus de création d'associations par mois qu'il y a actuellement, en 2015. Donc, du coup, c'est dû à quoi? C'est une excellente question. Bah non, mais ouais, clairement. Un besoin de lien social, Il y a eu une un facilité de c'est ça. création. De donner du sens aussi à ces actions, de s'engager, de réagir, de faire quelque chose à tous les niveaux. Et c'est souvent des initiatives locales. Il y a de plus en plus de jeunes qui sont actifs dans la vie associative, qui étaient avant assez limités à l'ère étudiante, où là, il y a beaucoup d'activités associatives. Et après, les actifs désertent petit à petit les associations par faute de temps. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus d'actifs qui renouent avec la vie associative. Et toujours, voilà, on a des retraités aussi qui sont très actifs dans les associations. Mais donc, il y a une grande vitalité associative, même en termes de budget. Le budget cumulé des associations augmente. Il y a de plus en plus de gens qui, en sortant d'école, vont pas créer des entreprises, vont créer des assos parce qu'ils souhaitent donner du sens aux projets qu'ils vont mettre en place, ils souhaitent monter des projets d'intérêt général. Donc je pense qu'il y a une très grande vitalité associative. Après, je trouve qu'il y a toujours un problème, on en revient à ce qu'on disait, mais de reconnaissance et de valorisation, où quelque part, dès qu'on est engagé dans l'associatif, c'est pas quelque chose qui va apporter de l'estime, peut-être que nous-mêmes, on va avoir de l'estime de soi pour ce qu'on fait, mais c'est pas quelque chose qui est reconnu par la société au même niveau que peut être reconnu une profession, un métier, ou quelque chose qu'on peut faire dans le privé, quoi. Comme initiative privée. Est-ce que c'est vrai aussi qu'une fois quand tu passes en intérêt général, est-ce que ça change quelque chose vis-à-vis de ça? Quand tu as une association d'intérêt général ou les gens ne s'en rendent pas compte? Entre une association loi 1901 et une association d'intérêt général, moi j'ai pas l'impression qu'il y ait une différence fondamentale. Non, la RUP, oui. Ouais, la RUP, clairement, et même Ça après, change, si, pour le donateur, il va avoir des réductions d'impôts. Mais la reconnaissance vis-à-vis. Ah, j'ai pas. Même. La reconnaissance d'intérêt général, c'est facile pour faire de la défiscalisation. C'est le seul intérêt. Après, la grosse marche, elle se fait reconnaissance d'utilité publique. Là, on passe à un autre rang. Là. Oui, et même, on peut je pense capter que globalement, tout engagement associatif, quel qu'il soit, est pas assez reconnu. Et c'est un peu, et nous, personnellement, avec mon associé, c'est ce qui nous a motivé à créer l'OASSO, c'est de se dire pourquoi, quand on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, ça va toujours être très axé sur le métier, c'est le seul critère de valorisation aussi un peu social qui définit un peu cette échelle de valeur, c'est combien tu gagnes, etc. Et c'est ce système-là qu'on voulait un peu changer en se disant on va valoriser des gens qui peut-être font ça à côté du travail, qui peut-être font ça à temps plein, mais qui font des projets au service d'intérêt général et qui sont beaucoup moins valorisés que les initiatives privées en fait. Ouais, moi il faut que j'y aille, je suis désolée, mais je suis très à la bourre. Ouais. Un tout petit commentaire, mais pour les associations, justement, moi j'ai un ami qui est entrepreneur, qui justement est aussi président d'une association Trisomie 21, et il m'a dit d'ailleurs, je ne savais pas, que même les associations peuvent, par rapport à la création d'activités qu'il est en train de faire actuellement, elles peuvent aussi, par exemple, participer à l'effort que lui fait, c'est-à-dire en fait de pouvoir former, par exemple, des informaticiens qui ont des handicaps de différents types. Mais voilà, lui c'est un ancien en fait d'une grande entreprise française informatique, et donc il les forme, et en même temps ensuite il leur permet justement de retrouver et de les insérer chez les clients ou SS2I ou autres. Voilà, bon, et donc il y a des possibilités en tout cas avec les associations. Non, c'est clair. Le mot de la fin pour... Je peux en dire plein. Alors moi, par exemple, je suis très fier de travailler dans une association. Avant de donner mon métier, qui ne veut pas dire grand-chose d'ailleurs, parce que le titre que je porte est peut-être un peu de sens en anglais, mais alors en français, c'est parfaitement ridicule. Je préfère dire que je travaille pour Wikimedia. J'en tire une grande satisfaction. Je suis beaucoup plus fier de travailler pour Wikimedia que si je ne travaillais pour Total. Et de loin, pour le coup. Après, j'aimerais rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure et sur ce que peut être Wikimedia ou Wikipédia pour le monde du libre et pour le monde de l'open data.
c'est peut-être un peu provoque, mais je pense que le bandeau sur Wikipédia qui dit voilà, nous on ne fonctionne pas, on ne vend pas de prestations, on est dégagé de toute forme d'entreprise, enfin de financement par des entreprises, on n'a pas de publicité, on n'a rien du tout, on ne fonctionne que parce que vous nous donnez. Voilà. Et le jour où vous donnez plus, on meurt, et puis ce ne sera pas foncièrement un drame. Que la première chose, ce qu'on appelle une contribution chez nous, c'est pas donner de l'argent, c'est donner du contenu dans le projet. Tout ça participe à faire prendre conscience je dirais, au tout venant que des choses fonctionnent comme ça. Enfin, après, nous, notre difficulté, c'est d'aller au-delà, c'est-à-dire c'est libre, tout le monde peut y aller, c'est gratuit, mais c'est open source, c'est-à-dire tout le monde peut mettre de la donnée, modifier de la donnée. Ça, c'est quelque chose qui a du mal à passer. Enfin, des contributeurs qui apportent de la donnée, qui savent qu'en haut de la feuille, il y a marqué modifier, qu'on peut cliquer dessus, c'est gratuit, qu'on peut aller changer toutes les informations, c'est gratuit, il n'y a pas besoin de se loguer. Ça, c'est très compliqué à faire passer dans la population. Enfin, les gens ne savent pas qu'ils peuvent contribuer. Ils vont nous dire oh, j'ai vu des fautes d'orthographe, j'ai vu des erreurs. Oui, corrige, vas-y, clique et puis rentre dedans. C'est simple. Ça, pour le coup, c'est simple à dire, mais c'est pas simple à faire comprendre. Merci.